Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue extrêmement tenace dans le monde du financement d'entreprise. Vous savez, quand une société acquiert un nouvel équipement avec un crédit bail, le premier réflexe, c'est souvent de se dire que le premier versement, c'est juste un coût inévitable, une espèce de charge bien lourde pour la trésorerie. Mais, et si je vous disais que ce premier versement était en réalité une véritable stratégie proactive de pilotage de trésorerie? Eh oui, c'est ça, tout l'enjeu de ce qu'on appelle le loyer majoré. On va plonger ensemble dans le vif du sujet pour comprendre exactement comment transformer un simple décaissement en un levier stratégique hyper puissant. C'est parti! Au menu de notre analyse aujourd'hui, on va d'abord voir comment c'est un outil de pilotage financier. Ensuite, on décortiquera la mécanique du loyer majoré. On parlera du fameux seuil clé des 20%, puis du traitement fiscal et comptable, pour terminer sur un avantage assez exceptionnel réservé aux professionnels libéraux. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, un outil de pilotage financier. Alors concrètement, de quoi on parle? Le loyer majoré, c'est tout simplement le premier versement d'un contrat de crédit bail dont le montant est volontairement fixé bien au-dessus des loyers qui vont suivre. Mais attention, écoutez bien car c'est le point crucial à retenir, ce n'est absolument pas un apport en capital. Juridiquement parlant, c'est une redevance de location pure et simple. Et en fait, c'est précisément ce petit mot « loyer » qui va nous ouvrir la porte à des optimisations vraiment majeures pour la trésorerie de l'entreprise. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la mécanique du loyer majoré. Voyons comment ça marche sous le capot. En fait, la mécanique repose sur un équilibre parfait. C'est un vrai système gagnant-gagnant. D'un côté, vous avez le bailleur. Pour lui, recevoir un gros versement initial, ça réduit instantanément son risque. Pourquoi? Parce que tout équipement neuf subit une décote assez brutale dès qu'il est mis en service. Le loyer majoré, il vient directement compenser cette perte de valeur immédiate. Et de l'autre côté, pour l'entreprise locataire, c'est un véritable bol d'air. En payant une grosse somme au départ, le montant qu'il reste à financer fond comme neige au soleil. Résultat, ça allège mécaniquement tous les loyers futurs et ça préserve votre trésorerie d'exploitation mois après mois. On passe à la troisième partie et c'est là qu'il va falloir sortir les calculatrices, le seuil clé des 20%. 20%. Retenez bien ce chiffre, c'est littéralement la clé de voûte de tout le système. Alors oui, c'est vrai, certaines sociétés de financement vont accepter des premiers loyers qui montent jusqu'à 30% du prix d'achat. Mais le seuil magique, économiquement parlant, ça reste 20% du prix, toutes taxes comprises. Pourquoi 20? Parce que l'administration fiscale et la doctrine comptable considèrent que ça correspond grosso modo à la décote moyenne immédiate d'un matériel qui passe de l'état neuf à occasion. Si on navigue intelligemment avec cette limite, on transforme une simple location en une opération redoutablement efficace. Et du coup, ça nous mène logiquement à notre quatrième partie, le traitement fiscal et comptable, comment on gère ça dans les livres. Sur le plan comptable, pour faire simple, on a deux scénarios. Le premier, c'est la voie de la simplicité. Si votre loyer majoré reste sagement sous cette barre des 20%, hop, c'est une déduction immédiate et totale sur l'exercice en cours. Il n'y a aucun retraitement à faire, c'est propre. Par contre, de l'autre côté, si l'entreprise décide de dépasser ce seuil pour injecter encore plus de trésorerie, là, la règle se durcit un peu. Il y a un étalement obligatoire pour tout ce qui dépasse. En gros, en fin d'année, la part qui excède les 20% est mise de côté dans un compte d'attente, le fameux compte 486 des charges constatées d'avance, et elle sera réintégrée progressivement les années suivantes. C'est juste pour respecter le principe de l'image fidèle du bilan. Mais alors, au milieu de toutes ces règles un peu techniques, j'ai une excellente nouvelle. La jurisprudence du Conseil d'État offre une protection en béton aux entreprises. En cas de litige, la charge de la preuve repose sur l'administration fiscale. Ce n'est pas à vous de vous justifier d'emblée. Si le fisc décide de contester la déduction de ce fameux premier loyer, sous prétexte qu'elle ne collerait pas à la réalité économique, c'est à lui de démontrer par A plus B que ce loyer est injustifié. L'entreprise, elle, n'a pas à prouver son innocence par défaut. Cela dit, mieux vaut être préparé. Pour justifier économiquement un premier loyer très élevé, on a des arguments de défense qui sont vraiment solides. Le premier, c'est la forte usure initiale. Pensez par exemple à des engins de terrassement qui tournent 24 heures sur 24 sur un chantier. Le deuxième, c'est l'obsolescence technologique rapide. Ça, c'est indéniable si vous louez des gros serveurs informatiques ou du matériel d'imagerie médicale dernier cri. Et enfin, la décote importante dès la mise en service, ce qu'on voit très clairement sur les véhicules professionnels. En documentant bien ces facteurs, on prouve tout simplement que la valeur du bien chute tellement vite que payer un loyer majoré, c'est juste une nécessité logique. On arrive enfin à notre cinquième et dernière partie. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau, l'avantage exclusif des professions libérales. En fait, pour les médecins, les avocats, les architectes, cet avantage, il est carrément décuplé. Pourquoi? Grâce à leur régime fiscal, les BNC, pour bénéfices non commerciaux. Ces professionnels-là tiennent ce qu'on appelle une comptabilité de trésorerie. Et ça change tout. Ça veut dire que les dépenses sont déduites l'année exacte de leur décaissement réel. L'argent sûr de la banque, bam, la charge est comptabilisée. Il n'y a absolument aucune de ces fameuses règles d'étalement dont on parlait tout à l'heure pour les sociétés commerciales. Et la conséquence de ça, elle est juste spectaculaire.
Pour ces professions libérales, le loyer majoré est déductible dans son intégralité l'année même de son règlement. La barrière des 20%, elle n'existe plus. Que le premier loyer représente 30% ou carrément 40% du prix total de l'équipement, l'impact est pris en compte immédiatement à 100%. C'est une véritable soupape de décompression fiscale. Concrètement, imaginez la boucle vertueuse que ça crée, surtout en fin d'année. Étape 1. Le pro signe son contrat de crédit bail et lâche un gros loyer majoré en plein mois de décembre. Étape 2. Ce décaissement vient percuter de plein fouet son bénéfice imposable de l'année en cours, ce qui génère une baisse drastique et immédiate de ses impôts. Et étape 3, l'année d'après, vu que le bénéfice a baissé, eh bien la base de calcul pour ses cotisations sociales s'effondre avec lui. L'achat de matériel devient littéralement l'outil d'optimisation ultime. Alors pour conclure cette analyse, il y a une question fondamentale qui émerge. On le sait tous, la trésorerie c'est le grand moteur de toute activité économique. Alors comment allez-vous aborder votre prochaine acquisition de matériel ? On l'a bien vu aujourd'hui, le crédit bail, couplé à cette stratégie du loyer majoré, nous prouve qu'un gros investissement de départ ne doit plus du tout être subi. Ça doit être pensé comme un puissant levier d'optimisation, une vraie stratégie de pilotage. Au final, il ne tient qu'à une bonne préparation de transformer un banal contrat de location en un véritable bouclier financier. Sur ce, merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.